Ça se reflète assez, parce qu'on travaille avec des organismes qui ont pour but autre chose que de gérer l'argent. On travaille avec des familles d'entrepreneurs qui sont très concernés par ça, hein. On a des mandats qui sont 100% impact avec un certain nombre de nos clients familiaux. Et dans nos fonds, on éduque aussi nos partenaires à l'intérêt de flécher une partie non neutre de leur investissement vers des choses qui vont être essentielles à la société demain, utiles et en plus de ça rentables. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau numéro de Conversation avec des leaders, le podcast qui interroge l'activité des dirigeants d'entreprise. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter donc le CEO de Cedrus Partners, c'est Mathieu Broker. Salut Mathieu. Salut Antoine. Alors, comme à chaque fois, on va eh bien, parler déjà de ton parcours. Comment en es-tu arrivé à être dirigeant, PDG de Cedrus Partners et quel est ensuite, on va revenir, hein, le domaine d'activité de ta société. Donc, Mathieu, tu peux nous expliquer comment tu es arrivé à diriger cette société Cedrus Partners? Écoute, oui, oui, oui. Donc moi j'ai 40 ans depuis 15 jours. Ah, Donc eh ben, joyeux anniversaire en voilà. retard. J'ai toujours voulu entreprendre. Je fais des études d'économétrie, puis j'ai commencé par de l'actuariat, tout School of Economics avec notre prix Nobel français Jean Tirole. Et puis je me suis vite rendu compte que c'était pas fait pour moi de passer ma vie derrière des tableaux et des chiffres et que je voulais du contact client. Donc j'ai terminé ma formation à l'ESSEC. Et en sortant de là, c'est 2008. Donc autant te dire que c'était pas la meilleure période pour arriver sur le marché financier. C'est clair. La pire année. Voilà. Et évidemment, tu sors d'une grande école avec un parcours un peu classique on va dire, des bons élèves français. As des propositions de recrutement de toutes les grandes banques françaises, anglo-saxonnes, etc. Mais moi, j'avais toujours au fond de moi l'idée de créer une boîte et d'être plus entrepreneur. Donc, j'ai commencé en fait dans des sociétés plus à taille humaine par de l'analyse financière, puis de l'allocation d'actifs. Enfin, voilà, le parcours assez classique là aussi, mais dans des sociétés plus à taille humaine. Et en 2013, j'ai rencontré les fondateurs de Cedrus, qui en fait étaient un espèce de carrefour dans leur vie. Et on a splitté. Et au moment où ils splitent la société en deux, donc il y a un truc était dans Cedrus Partners qui devient Cedrus Asset Management, qui aujourd'hui, par jeu de construction et de fusion avec d'autres boîtes, et Sanso, Longchamp, donc une belle société de gestion entrepreneuriale française, dont on n'est plus actionnaire, mais ça, c'est une partie de l'histoire de Cedrus. Et moi, j'arrive au moment où on récupère Cedrus Partners. On est quatre à l'époque. Et on se repositionne assez vite sur les clients qu'on a aujourd'hui, les associations et fondations, les grandes familles d'entrepreneurs. Ouais. Voilà. Et Alors, justement, Cedrus Partners, donc c'est une entreprise d'investissement. Mhm. Quel est votre domaine d'activité et quels sont vos clients? Ouais, ouais, nous, on a un seul métier, c'est construire des portefeuilles de long terme. D'accord. Donc ça veut dire pour des investisseurs qui ont des passifs qui sont longs. Et donc, c'est principalement des associations et fondations. On a à peu près 160 avec qui on travaille. Et c'est une soixantaine de familles à travers l'Europe, puisqu'on a des bureaux à Paris, mais aussi à Madrid et à Luxembourg. D'accord. Donc, vous avez deux Voilà. parties. Il y a une partie, on va dire, family office et une partie association et fondation. C'est bien ça? Bah, on le voit comme c'est une seule partie, ça, parce que D'accord. on le voit comme un family office à l'anglo-saxonne, hein. Ok. Nos concurrents anglo-saxons, ils ont aussi bien des familles que des endowments, parce que c'est des gens c'est pas les mêmes typologies de personnes, c'est pas les mêmes portefeuilles, mais ils ont une caractéristique commune qui pour nous est essentielle. Ils ont des passifs de très long terme sur Hmm. plusieurs générations. Donc, D'accord. ça, nous, on le voit. Ça, c'est notre activité family office, mais financier. On fait pas Hmm. de patrimonial, on fait pas de fiscal, on fait pas de droit de la famille, droit des D'accord. sociétés. Tout ça, on fait pas. On fait que le financier. Hmm. Et après, on a une activité qui est. Donc, ça, c'est notre activité B2C, en fait, avec le client en direct. Et on a une activité qui est plus B2B.
où on construit des produits financiers qui sont distribués par des intermédiaires financiers, donc des réseaux de conseils de gestion en patrimoine ou des multifamily office. Et là, pour eux, on va construire des produits qui sont en fait, on extrait tout le jus de cerveau qu'on a dans notre activité B2C, on l'encapsule dans des produits et on le rend accessible avec des tailles qui sont plus faibles et sans transiger sur la qualité du produit. Mais donc, on a deux activités, un seul D'accord. métier, deux activités B2C, B2B. Et justement, quelles sont les solutions d'investissement que vous proposez? C'est-à-dire, je sais qu'il y a Euh, des fonds, par exemple, ouais, la ouais, ouais. FCPR. Ouais, alors en termes de solutions d'investissement, elles sont différentes en fonction de si tu es un client direct ou un intermédiaire financier. Pour les clients directs, on a des mandats de gestion euh, D'accord. discrétionnaires, enfin des mandats de conseil discrétionnaires ou qui restent à la main du client. Et ensuite, de l'autre côté, on a des produits effectivement, et donc là, ça dépend des pays aussi, hein, parce qu'on a notre gamme qui est présente en France, au Luxembourg et aussi en Espagne. Et en France, c'est plutôt FPCI, FCPR. Donc D'accord. le FPCI, c'est le mécanisme assez classique, fonds de 100 000 euros pour une clientèle avertie, 100 000 euros minimum avec appel de fonds progressif, durée de vie 10 ans. Mm. Et ensuite, on a un FCPR qui, lui, est éligible à l'assurance vie et qui, lui, est accessible à partir de 1000 euros avec qui est un fonds evergreen, donc qui va durer 99 ans. Mais il n'y a pas de. On n'est pas bloqué pendant 10 ans. Il y a plus de liquidité et ça, c'est une nouveauté qu'on lance cette année avec Sienna IM. Ouais, d'accord. Et donc, pour rappel, FPCI, c'est Fonds professionnel de capital investissement. Non, ouais. Voilà. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce que c'est vrai que c'est assez technique. Et après, c'est ça qui est intéressant aussi, hein, c'est que il y a aussi pour un accès et une connaissance qui est assez technique. Alors justement, en termes de chiffres, vous avez donc, alors, ce que vous avez annoncé, 10 milliards d'actifs conseillés et 3 milliards d'actifs conseillés dans le non coté. Peux-tu nous expliquer ce que c'est la différence finalement entre vos actifs conseillés dans le coté et le non coté? Oui, bien sûr. Le côté, c'est ce dont vous êtes très familier, donc les Hmm. actions, les obligations, le monétaire, les comptes à terme, l'assurance vie, les contrats de capitalisation. Enfin voilà, nous, c'est tout ce D'accord. qui est, tout ce qui est avec une valorisation régulière de l'ordre du jour, voire quand c'est des ETF à la seconde. Hmm. Donc ça, c'est le côté. Et sur le non-côté, c'est exactement la même chose, sauf qu'il n'y a pas de marché pour les changer. Donc le private equity, en fait, c'est juste par rapport à une action cotée, c'est juste que tu n'as pas de place de marché pour les changer et donc une information qui n'est pas du tout la même. Là où tu as de l'autre côté un Bloomberg, des analystes, une Hmm. obligation de publier des résultats avec un format qui est dicté, sur le non-coté, tu n'as pas ça. Ouais, ouais. Et donc en fait, qu'est-ce que ça change? Ça change que déjà, il n'y a pas de liquidité. Et enfin, mais la liquidité, en tout cas, il faut l'organiser. Elle n'est pas organisée par des Dow Jones ou Euronext ou des gens comme ça. Et la deuxième, c'est que l'accès à l'information, il est caché. Donc, il faut être capable de le trouver pour faire les bonnes deals. Et c'est ça la complexité du non-coté. Sur nos chiffres, oui, on a une dizaine de milliards d'actifs qui est réparti entre ce qu'on fait en B2B avec nos associations et fondations et nos grandes familles d'entrepreneurs. Et 3 milliards d'actifs non cotés. Alors après, tu sais, les chiffres, nous, on ne court pas après les chiffres parce que ça fait de suite très gros et tout ça. C'est pas forcément notre ambition. En revanche, il y a une chose qui est vraie dans nos métiers, c'est que dans le private equity, la taille, c'est très important. Parce que si tu veux avoir accès aux meilleurs gérants du monde entier, il faut que tu sois vu par ces gens-là comme étant quelqu'un capable de leur fournir beaucoup de capital, parce que Hmm. ce sont des gens qui sont exigeants et qui demandent des tickets d'entrée de 10, 20, parfois 50 millions d'euros pour les gros fonds aux US. Et ça, c'est super, donc c'est super important d'être gros pour être considéré comme étant capable de faire partie du cercle fermé de leurs souscripteurs. Et nous, avec D'accord. nos 3 milliards d'euros d'actifs, tu vois, sous conseil en mon côté, on déploie entre 300 et 500 millions d'euros en fonction des années dans le non-coté.
Ça fait de nous un gros investisseur pour le marché français, même européen sur lequel on opère, puisque c'est à peu près ce que font les assureurs classiques, pas les plus gros, mais un assureur classique. Donc, si tu veux, on est maintenant bien identifié, y compris aux US, et on a accès à la plupart, pour pas dire tous, des fonds auxquels on veut avoir accès. Alors justement, donc le non-coté, hein, donc on a bien compris, c'est tout ce qui est le private equity. Est-ce que justement, est-ce qu'il y a un risque de liquidité dans le non-coté? Et si oui, comment vous le gérez? Ouais, bien sûr. Nous, on n'est pas, c'est pas parce qu'on fait du non-côté qu'on dit que c'est la solution à tous les problèmes. Parfois, on entend de tout, et on entend tout son contraire. Certains qui disent que c'est absolument sticky et qu'il n'y a jamais de liquidité, d'autres que c'est la solution à tous les problèmes des investisseurs. Nous, on ne dit pas ça. C'est pour ça que j'ai commencé en disant, nous, nos investisseurs, c'est des investisseurs qui ont des passifs de long terme. Ça, Hmm. c'est super important. C'est le, toutes les crises financières qu'on a depuis, moi, ça fait maintenant plus de 15 ans que je suis dans ça, mais si tu regardes tout ce qui s'est passé, c'est toujours des mismatchs d'actifs et de passifs. Donc, on a vendu des trucs trop longs à des gens qui n'avaient pas, qui avaient pas forcément l'actif pour honorer ça. Et c'est encore vrai sur ce qui s'est passé sur l'immobilier dernièrement, hein. Il y a des gens qui ont trop collecté, qui ont donc mal investi, et le jour où les gens veulent ressortir, Hmm. tu as des problèmes de liquidité. Donc, Ouais. je pense que le risque de liquidité, il est massif sur le private equity. Si tu investis et que tu as besoin de ton argent avant 10 ans, Hmm. ça veut dire que tu vas ressortir avec un discount et donc ça va être déceptif. Après, la vérité, c'est que oui, c'est une case active de long terme. Quand tu parles de private equity, souvent les gens ils entendent LBO, tu vois, donc le Hmm. rachat d'entreprise par de la dette. C'est ça, là, le private equity dans l'imaginaire collectif. Et ça, c'est vrai que la durée de détention moyenne d'un deal, c'est plutôt 9 10 ans, tu vois. Là Alors où juste te coupe, pardon, le long terme pour toi, c'est quelle période, c'est quelle temporalité? bah, pour nous, il faut au moins avoir 10 ans devant toi pour D'accord. bien investir. Au moins, hein, au moins. Hmm. C'est pour ça que j'y reviendrai peut-être après, mais c'est pour ça que le format FCPR, à travers ce que fait le gouvernement avec la loi Industrie verte, qui oblige une partie des allocations, notamment des plans d'épargne retraite, à avoir du private equity, moi je trouve que ça fait, enfin chez Cedrus, c'est pour ça qu'on a fait ce produit-là, je trouve que ça fait beaucoup de sens, parce que si tu vois, toi et moi, on investit pour se constituer un capital pour la retraite, ce qui n'est pas une mauvaise idée, vu ce qui est Mhm. en train de se passer, bah, concrètement, te dire à 20 25 ans, je mets du private equity, ça fait carrément du sens. Ouais, Par contre, te dire je veux faire un coup sur le private equity ouais, en 2 ans ressortir, faut ouais. pas, faut pas, enfin, à notre sens, faut pas faire. Donc, le long terme, c'est à peu près, c'est au moins 10 ans. Et après, donc, je disais, le LBO, c'est long, c'est vrai, hein, la durée de détention. Là où l'industrie souvent disait 6 7 ans, en vérité, c'est plutôt 9 10 ans, la durée est parfois plus long. Durée de détention d'un deal par un fonds. Mais le private equity, c'est qu'une partie des marchés privés. Tu vois, tout à l'heure, je disais le private equity, c'est comme les actions cotées, mais sauf qu'il n'était pas coté. Mais tu as aussi la private debt, qui est comme les obligations, mais c'est pas coté. Tu Ouais. as aussi l'immobilier non coté, c'est des opérations type marchand de biens ou promoteur immobilier. Tu as tout ce qui est infrastructure. Infrastructure, ça va être tout ce qui est essentiel à la société. Donc, évidemment, tout ce qu'on connaît tous, les autoroutes, les énergies renouvelables, tout ça. Mais c'est aussi maintenant des réseaux de fibres, des data centers. Donc, ce qui est autour de l'économie, on va dire, numérique. Et là où tu contractes plus avec des États comme sur une autoroute, tu contractes avec des pseudo-États qui sont Microsoft, Amazon et Google. Après, tu choisis avec qui tu as envie de travailler sur le très long terme aujourd'hui et qui tu penses qui va le mieux te rembourser. Mais nous, on pense que ça vaut le coup d'avoir des contrats avec ce genre d'entreprise-là. Et donc, en fait, si tu mixes tout ça, tu peux réduire la durée moyenne de détention et tu peux optimiser les flux. Et c'est comme sur le côté, hein, le but, c'est d'avoir une bonne adéquation entre euh, ton objectif de rendement, mais aussi la mécanique de flux que tu veux Hmm. mettre au travail. Ben, nous, on fait la même chose, on fait la même chose sur le non-côté. On le fait depuis 15 ans maintenant pour des grandes familles. Et en fait, ça marche. Ça marche. Ouais, ouais, faut, Et comme c'est tu dis, pas et quand tes portefeuilles ils sont lancés, c'est un peu long au début. C'est pour ça que les particuliers, on est au début de ce qu'on appelle la démocratisation des actifs privés. C'est un peu long à mettre en place, mais une fois que c'est mis en place, tu as un mécanisme de flux régulier qui fait que tu investis ce qu'on te rend
Mm. Si tu as envie d'arrêter d'investir, bah, tu coupes tes réinvestissements et avec les distributions, tu récupères ton capital. Ça, si tu le fais avec des gens qui comprennent bien le marché, on n'est pas les seuls, hein, il y en a quelques-uns. Tu réduis le risque de liquidité, mais il existe toujours. Il existe, ouais, forcément. Mais comme tu dis, faut vraiment avoir la durée en tête qui est sur du 10 ans minimum. Alors maintenant, vous dites aussi que vous définissez vos investissements comme utiles à l'économie réelle. C'est-à-dire que vous intégrez des critères ESG, par exemple, dans vos recommandations d'investissement? Ouais, c'est vrai qu'on a un concept de finance utile. Pas qu'il y ait de la finance inutile, mais on se retrouvait justement, on se retrouvait pas parfaitement dans aucun des concepts que sont l'ISR, le SFDR ou le SG. Mm. On voulait avoir notre propre définition de ça et pas juste quelque chose où you tick the box et puis tu as un label, quoi. Même si les labels sont bien faits, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais typiquement, des fois, tu vas faire de l'ISR en pensant que tu es vert. Et par contre, on va te dire, ben, si tu investis dans les infrastructures, s'il n'y a pas exactement tous les choses que demande le label, tu n'es pas ISR. Or, nous, on estime que investir dans les actifs qui sont essentiels à la société, typiquement, tu vois, c'est très utile. Donc, on a défini ce concept de finance utile. Il faut savoir que nous, on est Bicorp depuis 6 ans. Donc, on le fait dans nos investissements, mais on le fait aussi au sein de la société Cedrus, hein, qui est organisée pour aller un peu au-delà de juste un mandat de faire gagner de l'argent à ses clients. Mhm. On veut faire gagner de l'argent à nos clients, mais en fléchant des investissements vers ce qui sera pour nous l'économie de demain. Et donc, la finance utile, c'est ça, c'est financer, par exemple, une grosse partie de la décarbonation des industries. Et ça, tu vois, pour nous, c'est essentiel. Et en ça, de travailler avec des associations et fondations, ça se reflète assez, parce qu'on travaille avec des organismes qui ont pour but autre chose que de gérer l'argent. On travaille avec des familles d'entrepreneurs qui sont très concernés par ça, hein. On a des mandats qui sont 100% impact avec un certain nombre de nos clients familiaux. Et dans nos fonds, on éduque aussi nos partenaires à l'intérêt de flécher une partie non neutre de leur investissement vers des choses qui vont être essentielles à la société demain, et utiles et en plus de ça rentables. Alors justement, c'est intéressant l'aspect fondation et association parce que dans le monde de l'investissement traditionnel, c'est pas forcément commun. Tu l'as un peu évoqué dans ta dernière réponse, mais quels sont vraiment les avantages de travailler pour des associations et des fondations? Alors, l'avantage principal, c'est que déjà, tu as l'impression d'être utile, même si on n'est pas comme les bénévoles de ces Oui. associations et fondations au quotidien auprès de leurs bénéficiaires. Mais en tout cas, tu as l'impression de permettre à ces organismes-là de bien placer leur argent, de ne pas se faire arnaquer, et d'avoir des rendements qui permettent de financer des actions. Donc ça, Mm. déjà, toi, tous les jours, tu te lèves en te sentant utile. Ensuite, moi, j'ai l'habitude de dire, nos clients, ils ont infusé notre ADN chez Cedrus. Même si on a toujours été, voilà, Bicorp, finance utile, c'est profondément ancré en nous parce que quand tu fais ce genre de décision-là, faut vraiment être, tu le fais, enfin, Bicorp, tu le fais pas pour faire du business. Mm. Et en revanche, ça va t'impacter tous les jours dans Tu ta peux vie. nous expliquer ce que c'est Bicorp? Ouais, Bicorp, c'est un label américain Ouais. où en gros, c'est une organisation indépendante qui va screener comment tu fais, traites toutes tes parties prenantes, donc tes salariés, tes clients, tes fournisseurs, ta gouvernance, comment tu fais ton métier. Et donc, c'est un questionnaire d'abord online très poussé. Tu as à peu près 2% des gens qui répondent qui sont éligibles Ah oui, d'accord. à être Bicorp. Et C'est pas énorme. une fois que tu es ça, donc tu as une note à peu près, où il faut avoir au-dessus de 80, tu as 2% d'entreprises qui sont éligibles à ça. Et une fois que tu as ça, tu es screené par des analystes chez eux qui te demandent toute une série de pièces ultra Mm. poussées. C'est à peu près 6 mois, le process. Et après, on te délivre ou pas ta certification. Et après, chaque 3 ans, tu es remis sur le green. Et si tu progresses, enfin, en gros, on ne te demande pas toujours les mêmes choses. On te demande de progresser tout au long de ton parcours. Et puis, c'est une organisation qui, elle aussi, évolue et donc qui est de plus en plus exigeante.
Mm. pour accueillir des nouveaux membres. Une entreprise qui est très connue, qui est Bicorp et qui a d'ailleurs une des plus grosses notes sur ça, c'est Patagonia, par exemple. Ah oui? D'accord. Ouais. Mais en France, un des premiers, c'était par exemple Nature et Découverte, tu vois, qui Ouais, était d'accord. créé par la famille Le Marchand et Mm. qui une famille qui est très concernée par ces sujets environnementaux. Mais il y en a de plus en plus. Ce qui est bien, c'est que la finance, il vient. Nous, quand on était un des premiers financiers français à avoir ce label, et maintenant on a pas mal de confrères qui nous rejoignent, et ça, c'est plutôt cool parce que ça veut dire que ça va dans le bon sens. Et Mm. surtout, ce label-là, une fois que tu l'as, tu ne veux pas le perdre. Donc tu fais tout ce qui est en ton pouvoir Mm. pour avoir Ouais, pour le garder, quoi. ouais, pour le garder. Et ça, c'est un bon lien entre ce que tu Mm. disais, association et fondation. C'est que nous, tu vois, donc ça a infusé notre ADN. Derrière, on avait déjà ce truc Bicorp. Et typiquement, on a créé des fonds avec des associations et fondations pour hybrider un peu les mondes financiers et associatifs. Et on a créé deux fonds, un pour la clientèle institutionnelle d'assureurs de mutuelles, un pour la clientèle privée. Et c'est des fonds immobiliers à impact. Et on travaille avec, par exemple, Habitat Humanisme et SAMU Social de Paris. Et Mm. là, on a une partie des fonds où on achète des actifs, on leur prête contre un abandon de loyer, et eux, ils relogent des gens en situation de grande précarité. On a plusieurs centaines de personnes qui sont relogées grâce aux clients de Cédrus tous les jours et qui dorment pas dans la rue, qui est un sujet qui nous tient pas mal à cœur. Donc, je ne sais pas si c'est un avantage d'avoir des fondations associations, mais en tout cas, ça nous permet de nous sentir un peu plus utiles Mm. que des financiers purs, quoi. Oui, ça revient à la question de l'utilité de la finance dans l'économie réelle. Ça, c'est clairement un exemple. Alors, pour terminer, Mathieu, pour ceux qui nous regardent et qui sont potentiellement intéressés pour rejoindre Cedrus Partners, qu'est- qu'est- co- qu'est-ce qui différencie Cedrus Partners des autres sociétés de conseil en investissement? Ouais, bah, je pense que déjà tout ce dont on a parlé autour de l'économie réelle et de la finance utile, c'est déjà un facteur de différenciation. Après, nos clients, on a la chance de compter parmi les plus belles associations et fondations françaises, mais aussi les plus belles familles d'entrepreneurs, hein. Donc ça c'est, on va dire, du quotidien, on a la chance d'avoir des clients prestigieux, sympas et qui nous témoignent leur confiance depuis de nombreuses années. Et enfin, le dernier point, je le disais, c'est notre capacité à investir avec les meilleurs gérants tout sur toute la planète. Et donc ça, c'est grâce à on a constitué une plateforme d'investissement avec des outils, des people vraiment de top, top, top qualité. Et ça nous permet aujourd'hui de nous différencier pas mal vis-à-vis de notre clientèle et de nos prospects parce qu'on n'est pas beaucoup à être capable de faire Mm. ça, tu Ça. vois. Dernièrement, on a gagné un client au Luxembourg. On était face à tous les gros acteurs mondiaux et on a gagné aux côtés du leader mondial de notre industrie. Donc, on est assez fiers de ça, mais ça montre qu'on est Qui est sur. d'ailleurs le leader mondial? C'est Cambridge. Ah, Cambridge. Tu vois, mais Cambridge, c'est 1300 people fondés Hmm. aux États-Unis et, Ouais. et on a réussi à gagner Ouais, une mission à c'est leur beau. côté, tu vois. Donc, ça veut dire. Hmm. Et nous, on est 40 people Très bien. au pan-européen, mais principalement France, Luxembourg, Madrid. Et ça nous rend assez fiers. Je Hmm. pense que c'est grâce à notre différenciation, à notre capacité à être à la fois utile et à la fois des bons techniciens. Hmm. Bon, bah écoute, ça sera là le mot de la fin. Merci Mathieu, hein, pour tes éclairages, hein, donc, sur cette belle entreprise finalement qui allie finance, mais en même temps long terme et de belles valeurs, on va dire. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour ce podcast, donc Conversation avec des leaders. Et je vous dis donc à une prochaine. Merci Euh, Antoine. merci Mathieu, à bientôt. À bientôt.